Nous avons réalisé un schéma d'un chargeur de batterie sous Altium Designer. Nous allons passer à l'étape suivante, le placement routage des composants. Nous créons un nouveau fichier PCB, Add New to Project PCB, que l'on enregistre. On peut lui donner le même nom puisque l'extension est différente. Attention, si vous consultez ce tutoriel dans le cadre de votre projet d'électronique numérique, sachez que pour le design de votre projet, vous n'aurez pas à repartir d'un fichier vierge comme ici. Nous vous fournissons un schéma et un routage préconstruit. Pour ce tutoriel exemple, on commence avec ce PCB vierge. On voit donc ici la carte électronique sur fond noir. Les touches 2 et 3 en haut de votre clavier nous donnent accès à la vue 3D. Pour se balader dans la vue 3D, on utilise le bouton Shift que l'on laisse appuyer pendant qu'avec le bouton droit de la souris, on déplace la vue. L'appui sur le bouton 2 permet de revenir à une vue 2D. Nous allons dans ce PCB-Doc importer les composants qui sont dans notre schéma SCH-Doc. Pour cela, les deux fichiers doivent bien se situer dans le même projet. On utilise dans Design la fonction Import Changes from chargeurbatterie.prj-PCB. On nous présente ici une liste des différences qui existent entre les deux sources d'informations, le schéma et le PCB. Je valide les changements, puis je les exécute. Ont été rajoutés sur cette vue PCB l'ensemble des composants. En cas de problème à l'étape précédente, vérifiez que les librairies sont bien toutes présentes dans votre projet. On identifie le composant U-chargeur et on le place au centre de notre PCB. On remarque également les condensateurs, les résistances, la diode traversante, ainsi que les deux connecteurs. Comme pour la partie schéma, on utilise abondamment le contrôle molette pour zoomer, le shift molette pour se déplacer de droite à gauche, et en sélectionnant un composant, la barre d'espace pour provoquer des rotations. Sur la vue 3D, on remarque que certains composants sont bien CMS, c'est-à-dire composants montés en surface, en anglais SMD, c'est le cas ici du chargeur et des deux résistances, tandis que les autres composants sont traversants. On remarque d'ailleurs sur le dessous de la carte que l'on voit leur broche qui traverse la carte. Les pads rouges correspondent ici aux composants montés en surface, qui sont branchés côté rouge, c'est-à-dire sur la couche top layer. Il est d'usage de placer les composants CMS sur une autre couche que les composants traversants pour en faciliter le routage. Pour cela, je sélectionne les trois composants CMS en utilisant le Shift et dans le panneau Properties que je vous propose de faire glisser à gauche de votre écran, on peut modifier la couche sur laquelle se placent ces composants. On remarque que les écritures ont été placées en miroir de telle sorte que sur le dessous de la carte, elles apparaissent dans le bon sens. La couleur grise ici symbolise un pad qui est traversant, qui est multicouche, c'est-à-dire que quelle que soit la couche sur laquelle on se situe, il y a bien de la matière cuivrée qui sera présente. On remarque ici que les composants sont reliés entre eux par les nets, ceux qu'on a placés sur notre schéma, c'est-à-dire que cette résistance doit être reliée à la broche 1 de ce composant et de l'autre côté à cette LED. On appelle cette représentation un chevelu. L'opération de routage consistera ensuite à remplacer ces nets par des pistes qui ne devront évidemment pas se croiser sur la même couche. Le chevelu, lui, peut bien se croiser, c'est quelque chose qui est très temporaire. Pour y voir plus clair, on se propose de supprimer ces zones quadrillées roses qui représentent un encombrement mécanique. Pour cela, sur les couches mécaniques 1, 13, on cache avec Hide. Il est également pratique de colorier certains nets pour mieux les rendre en évidence. C'est le cas généralement au moins du net GND et des nets d'alimentation. Bouton droit, Net Actions, Properties. On choisit la couleur souhaitée, typiquement pour GND on prend du bleu.
Je réitère l'opération avec le net plus 5 volts USB, Net Action Properties, généralement avec du rouge. On a ainsi sur la vue d'ensemble un meilleur aperçu de comment ces équipotentiels-là se répartissent sur la carte. Il faut maintenant chercher à placer les composants pour minimiser l'espace total occupé et limiter les croisements des nets. Cette étape est cruciale, il faut souvent s'y reprendre à plusieurs reprises pour avoir un placement correct. Alors les premières contraintes que l'on prend en compte lors du placement, ce sont les impératifs fixés par le client ou par les aspects fonctionnels du projet. Évidemment que le connecteur USB doit donner vers l'extérieur de la carte. Une LED doit être visible, un clavier ou un écran doivent être passés dans le bon sens l'un par rapport à l'autre. Ce sont les premiers critères qu'il faut considérer. Ensuite, on doit prendre en compte les contraintes électriques. La position, par exemple, des condensateurs de découplage qu'il faut absolument placer au plus près des broches qu'ils découplent, dont ils assurent la stabilité de la tension d'alimentation. Dans la même idée, un quartz, par exemple, doit être placé au plus près des broches du microcontrôleur auquel il est relié. Donc dans cet exemple, si on regarde le composant principal, on remarque que cette résistance souhaite être relativement proche. La diode, on peut la placer à peu près par là. On peut aller voir du côté de RProg pour faciliter également et diminuer la taille des pistes qui seront à dessiner. On remarque que le connecteur batterie a tout intérêt à passer à gauche, de telle sorte qu'il soit au plus près de la broche 3 VBAT de ce composant. Le condensateur qui est ici cherche à découpler cette sortie VBAT. On est donc obligé de le placer juste à côté. On pourrait croire ici qu'il y a un conflit entre le condensateur que je représente ici et la petite résistance. Il n'en est rien puisque la résistance est montée en surface. On le voit très bien sur la vue 3D, d'un côté le condensateur, de l'autre la résistance, il n'y a pas de conflit. C'est une gymnastique d'esprit auquel il faut s'habituer. La vue est un peu polluée par le nom des composants. Si on veut voir plus clair, on peut utiliser le panneau Properties. On sélectionne l'ensemble des composants, et puis on applique ici une modification permettant de cacher le nom de chaque composant. C'est 10 fois plus rapide que de faire ça composant par composant. D'une façon générale, on peut aussi utiliser un outil très puissant. Bouton droit sur un composant ou une piste ou quelconque objet, et on utilise le Find Similar Objects, qui nous permet de trouver des objets similaires à l'objet qu'on a actuellement sélectionné, par exemple tous les composants. OK. Ils sont alors tous sélectionnés et on peut leur appliquer des modifications à la volée. Lorsque le placement est terminé ou quasi terminé, on peut commencer l'étape de routage. Pour cela, nous devons d'abord configurer la taille des pistes par défaut. Dans Design, Rules, Routing, Width, on va pouvoir placer un minimum, ici par exemple à 10 millièmes de pouce. Une taille préférée, je vous suggère autour de 25 millièmes de pouce, c'est-à-dire un peu plus d'1 millimètre. Et le maximum, pour être tranquille, au moins 200. Comme dans la partie schéma, on peut utiliser le raccourci CTRL-W pour créer ici une piste. Et on peut commencer à placer des pistes. Si la taille de la piste proposée ne nous convient pas, on peut utiliser SHIFT-W afin de sélectionner la taille souhaitée, typiquement autour de 25. On commence généralement par router les petits signaux et on termine ensuite, plus tard, par les alimentations. Ici, je peux passer à une taille plus importante. Rien ne m'oblige à garder une piste très fine.
D'une façon générale, plus les pistes sont grosses, moins on aura de problèmes lors de la réalisation. Rien ne m'empêche ici de passer sous la résistance. Dans les cas les plus extrêmes, on peut passer à une taille de piste plus petite. Typiquement ici 20 millièmes de pouce, mais on peut admettre, si vraiment c'est nécessaire, d'aller jusqu'à 12 000 pour une réalisation à l'école. Attention à ne pas tout router en 12 000, vous prendriez ailleurs des risques inconsidérés. Typiquement des micro-coupures. On voit ici que le net 5 volts USB ne peut pas passer facilement. On aurait moyen de passer par la droite, peut-être ici, pour rejoindre cette partie-là. Là. Mais je vais en profiter pour vous montrer l'incontournable. Lorsque deux pistes se croisent, on est obligé de trouver une solution. Et on va ici utiliser un via. Donc je commence ma piste en bleu, puisque de toute façon le composant est traversant. Donc il arrive bien sous la carte, la couche bleue est bien sous la carte. J'appuie sur la touche étoile de mon clavier pour placer un via. Automatiquement la couleur passe en rouge. Et je vais par exemple venir ici, remettre une étoile pour repasser en bleu. Si on regarde en vue 3D, on voit un petit trou, une piste sur le top layer qui rejoint l'autre position là-bas. On va maintenant chercher à délimiter les contours de la carte. Pour cela, je vous propose une méthode consistant à zoomer assez fortement pour voir nettement le pas de la grille. On place une ligne et on crée un rectangle parfait. Ce qui, comme on est zoomé sur le pas de la grille, s'avère relativement simple. Je place ce rectangle sur la couche Mechanical 15. Je le place au coin supérieur gauche de ma carte. Et je peux ensuite facilement l'agrandir pour regrouper tous les composants. Lorsque les contours de la carte sont correctement dessinés, je sélectionne les 4 segments de mon rectangle avec Shift et dans Design Board Shape, je vais choisir de définir les contours de la carte à partir de l'objet sélectionné. En vue 3D, notre carte est bien plus petite que précédemment. Nous demandons maintenant à Altium de vérifier la cohérence de notre design par rapport au schéma que nous avions fourni. Dans Tools, Design Rule Check. On décoche cette case qui est inutile et on lance le Design Rule Check. On obtient alors une liste d'erreurs pour lesquelles une majorité d'entre elles ne nous intéressent pas. Il faut donc configurer la liste des erreurs qui nous intéressent vraiment en allant dans Tools, Design Rule Check. On retire toutes les erreurs de l'onglet Manufacturing. On retire également Room Definition de la partie Placement. Et on relance le DRC. Il n'y a plus d'erreur. Observons maintenant ce qui se passe si on a commis des erreurs de façon évidemment involontaire. Je provoque une piste trop proche de sa voisine et une piste en court-circuit complet avec pas mal de monde. J'ai ici évidemment un paquet d'erreurs qui sont indiquées en vert. Je peux les corriger en double-cliquant à gauche pour savoir ce qu'elles concernent.
Il est évidemment possible de copier-coller des pistes ou des vias, mais Altium propose une façon de faire un peu particulière. Si je sélectionne par exemple un via, je peux faire CTRL-C pour copier. Attention, j'obtiens alors un curseur en forme de croix. Il faut que je clique sur le point qui servira de référence pour cette copie. Je peux ensuite faire CTRL-V pour déplacer mon via. Un via copié ne porte pas de net label. Jusqu'à ce que je le rapproche d'une piste, il sera alors relié à cette piste. Si je tente de faire un deuxième copier, mais que je déplace ma croix ici, avant de faire coller, j'obtiens bien une différence entre la position de mon curseur et la position de l'objet que j'ai copié. Je peux le coller par exemple ici, il prendra automatiquement le nom du net correspondant. Nous allons maintenant ajouter des plans de masse sur les couches top et bottom de notre carte. Deux raisons principales à cela. La première, bien que nous n'étudions pas dans le cadre de ce tutoriel les contraintes et les bonnes pratiques de compatibilité électromagnétique de CEM, retenez simplement pour l'instant que la présence d'un plan de masse réduit considérablement la vulnérabilité du montage face aux perturbations électromagnétiques. Considérez qu'il fournit une sorte de blindage qui protège le circuit des champs venant de l'extérieur et qui limite les rayonnements du circuit sur l'extérieur. La seconde raison, lorsque vous imprimez un texte sur une imprimante laser ou jet d'encre, c'est assez naturel d'écrire en noir sur fond blanc, plutôt que de faire le contraire, où on consommerait nettement plus d'encre. De façon similaire, sur un circuit imprimé, que l'on graffe par exemple à l'ESEO, plus il faut retirer de cuivre, plus on consomme, notamment du perchlorure de fer, ou si c'est fait avec une découpe laser, plus on prend de temps à retirer ce cuivre. On a tout intérêt à produire des cartes qui contiennent une majorité de cuivre. Pour réaliser le plan de masse, on va dans Place, Polygon Power, on dessine le contour de notre carte en essayant d'être le plus rectangulaire possible. La méthode de tout à l'heure peut tout à fait s'appliquer en faisant un tout petit plan, donc un tout petit rectangle que l'on étend ensuite. Le plan de masse a recouvert l'essentiel de notre carte. En double-cliquant sur ce plan, on peut choisir de lui donner un nom, par exemple ici, bottom GND, bot GND. Il est indispensable de l'associer au potentiel qui nous intéresse, ici GND. On doit également choisir de façon impérative l'option Power over All SEMnet Objects, de façon à recouvrir tout ce qui concerne le potentiel GND. On applique. Il faut redessiner ce plan de masse. On peut le faire avec bouton droit, Polygon Actions, Repower All ou Repower Selected. On remarque que toute la piste GND est noyée dans le plan de masse, tandis que les autres objets sont distants du plan de masse d'une certaine quantité. Cette quantité ici est trop faible, il va nous falloir l'augmenter. D'une façon similaire, je peux effectuer un copier, je n'oublie pas le clic sans bouger la souris, puis coller. Je viens d'ajouter un deuxième plan de masse sur le premier. Je le sélectionne. Je lui donne le nom top GND. Je le place sur la couche top. J'applique, bouton droit, Polygon Actions, Repower. J'ai un plan de masse sur la couche top. Dans Tools, Polygon Powers, Polygon Manager, je peux sélectionner mes deux plans de masse et je peux, à l'aide du bouton New Clearance Rule, créer une règle pour ces deux plans. Cette règle impose une clearance minimum entre mes plans et les autres objets de 40 000. Repower, Force Repower All Polygons. On observe nettement que l'espace entre le plan de masse et les différents objets se voit augmenter. Ici, il est réglé sur 40 000, c'est-à-dire à peu près 1 mm, ce qui est optimal pour une réalisation à l'école. Si on souhaite apporter des modifications à notre routage après avoir dessiné le plan de masse, comme il masque la plupart de ce qu'on a fait, il est nettement plus simple de cacher le plan de masse. C'est le cas avec l'option Polygon Power Shelve Polygons. Une autre astuce utile, si par exemple on veut modifier à la volée la taille de certaines pistes, d'une majorité des pistes.
ou bien leur couche par exemple. Je prends une piste, par exemple celle-ci, je choisis avec bouton droit d'aller dans Find Similar Objects. Je peux choisir toutes les pistes qui ont en commun le fait d'être sur le net 5 volts USB, et je peux leur appliquer une modification globale. Bon là c'est pas un exemple extrêmement pertinent, j'ai pas grand chose à appliquer à ces pistes-là, mais si par exemple je veux modifier les pistes GND pour leur appliquer une modification par exemple sur leur taille, il me suffit ici d'indiquer que ces pistes-là doivent avoir une taille de 25 mills, et la modification est immédiate. On peut également changer d'unité. Tout ce qui est affiché en haut ou dans les différentes fenêtres est représenté par défaut en millièmes de pouce. Si vous voulez basculer en millimètres, vous appuyez sur la touche Q et vous avez tout en millimètres. Toutefois, il est assez recommandé de travailler régulièrement en mills. Les espacements standards autour des composants principaux sont généralement arrondis en millièmes de pouce. Les trous sur la carte sont matérialisés ici par un rond qui symbolise le perçage. Si vous réalisez un perçage manuel, nous vous conseillons de sélectionner l'ensemble des pads pour réduire ce trou théorique à un simple petit point qui permettra un centrage plus simple du forêt. Typiquement, en sélectionnant tous les pads avec Find Similar Object qui sont multilayer, on peut modifier la taille du trou dans All Size et placer une taille de trou à 10 millièmes de pouce par exemple. Si on veut effectuer une modification dans le schéma et la porter ensuite dans la partie routage, c'est tout à fait possible. Si par exemple dans mon schéma je veux remplacer ma LED traversante par une LED CMS, je vais chercher dans la librairie affichage une LED CMS en boîtier 1206. Alors 1206, 12 pour 120 millièmes de pouce par 0,6, c'est-à-dire 60 millièmes de pouce. Lorsque je me rends dans la partie routage, je peux importer les changements automatiquement. Ok, j'exécute les changements. On voit que la diode s'est trouvée remplacée. Alors évidemment, il l'a laissée sur la couche top alors que les pistes arrivent côté bottom. À moi de voir sur quel côté je vais placer ma LED. Si je choisis de la laisser sur le top, je vais devoir supprimer les pistes qui sont sur le bottom, comme ceci. Attention, la piste arrive en bleu sur un composant qui est présent uniquement sur la couche top. Il me faut alors rajouter un via. Par exemple ici. Et on a une LED CMS. Sur une carte industrialisée, nous pouvons bénéficier d'une sérigraphie, c'est-à-dire d'impression à l'encre sur la carte. N'importe quelle carte industrielle que vous avez pu croiser présente généralement ce genre d'inscription. Pour une carte fabriquée à l'ESEO, on ne peut écrire que sur les couches de cuivre, c'est-à-dire top et bottom. Nous recommandons d'indiquer sur votre carte, à minima, vos noms, histoire d'identifier qui est l'auteur de la carte. Une fois la carte terminée, il faut bien sûr penser à restaurer les plans de masse qu'on aurait masqués pour effectuer quelques modifications. Et toujours revérifier le design route check pour s'assurer qu'on n'a pas commis d'erreur. Nous avons ici commis l'erreur. Typiquement, on a oublié de régénérer les plans de masse. Le design route check est valide, il n'y a pas d'erreur. La carte peut partir en fabrication. Lorsque votre design de PCB est terminé, vous devez parcourir un formulaire qui vous invite à vérifier qu'il ne présente pas d'erreur de conception. À l'issue de ce formulaire, vous pouvez déposer votre fichier PCBdoc sur le réseau en respectant les consignes indiquées. Attention, certaines erreurs que le formulaire pourrait vous aider à soulever sont nettement plus longues à corriger à la fin de la réalisation de votre design que si ces erreurs ont été anticipées et évitées dès le début. On vous recommande donc de lire attentivement ce formulaire avant de commencer le placement et le routage de votre projet. Pour votre projet, lisez attentivement le PDF de l'étape hardware et ne repartez pas des schémas et routages vierges, partez bien des schémas et routages qui vous sont fournis.